Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité bretonne. Dans les titres, ce mardi, la venue d'Emmanuel Macron dès ce mercredi en Côte-d'Armor et en Finistère. 8 visites sont prévues en Bretagne. Le président donnera notamment un discours d'1 heure à Quimper jeudi midi. Une visite au contour très marqué et très contrôlé. On en parlera d'ailleurs dans un instant avec Didier Desniel. Les opposants au projet minier dans les Côtes-d'Armor se sont-ils réjouis trop vite? En tout cas, certains citoyens restent prudents après l'annonce de l'État d'abroger les permis. Et puis la plaisance est une activité estivale mais qui peut aussi être dangereuse. Dans le golfe du Morbihan, les affaires maritimes multiplient les contrôles car les chiffres de l'accidentologie sont en hausse. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Tout de suite, votre JT breton du mardi 19 juin 2018. Et on le disait, le président de la République sera en Bretagne ce mercredi et ce jeudi, une visite de 2 jours lors de laquelle il abordera pêle-mêle la transition écologique, l'agroalimentaire, la pêche, la culture ou encore la sécurité en mer. Didier, bonjour. Bonjour. Et on le dit, la sécurité sera, en tout cas cette visite sera très encadrée et très contrôlée. Oui, en effet, le staff communication du président met toujours un point d'honneur à contrôler la situation. Il mise beaucoup sur les réseaux sociaux et il tient souvent les journalistes à distance. Nos confrères de La Voix du Nord, il y a quelques mois, en savent quelque chose. Sur leur propre terre, un photographe de ce titre n'a pas pu être accrédité pour la visite de l'usine Toyota d'Onain. Donc, la rédaction en chef de ce grand quotidien a réagi en parlant d'une dégradation des relations entre la presse quotidienne régionale et le pouvoir. Alors, récemment aussi, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a mis les pieds dans le plat, affirmant que le service public devait devenir la voix des territoires, une proximité que les médias privés délaissent alors que les Français la réclament, a-t-elle déclaré. C'est une belle bourde qui illustre bien la méconnaissance qu'on peut avoir dans les ministères de l'importance de la presse quotidienne régionale et de ses 20 millions de lecteurs quotidiens. Et puis aussi du travail des télés locales. D'ailleurs, cette visite vous sera détaillée évidemment sur vos antennes locales ce mercredi soir et ce jeudi. Un dispositif sera mis en place sur nos antennes ce jeudi. Didier, est-ce que c'était différent avec les autres présidents finalement? Alors moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner François Hollande. Il aimait avoir dans son sillage une armée de journalistes et il discutait très aisément avec les confrères. Et on a pu le voir, par exemple, aux 70 ans de la Libération, il est venu donc à cette occasion sur l'île de Sein. Et pendant plusieurs centaines de mètres, on a pu s'adresser à lui sans aucun problème. Alors Jacques Chirac aussi a laissé le souvenir de quelqu'un de très proche, très abordable, qui, lors de ses visites officielles, avait un grand penchant pour l'improvisation. J'ai posé la question à René Pérez, un confrère qui a eu l'occasion de le suivre 3 fois. Et il me disait que c'était beaucoup plus facile à l'époque. Effectivement, la donne était différente. Il n'y avait pas de menace d'attentat. Il n'y avait pas toutes ces équipes TV d'infos en direct aussi, seule une poignée de journalistes suivaient les présidents. Et puis, en quelques mots, Nicolas Sarkozy, comment était-il avec les journalistes? Alors, on lui reprochait souvent de saturer l'espace médiatique, mais il était tout sauf distant. Il connaissait et reconnaissait l'importance des médias et les entraînait souvent dans une frénésie de petites phrases et une frénésie d'annonces. En visite officielle, par contre, il ne lésinait pas sur les moyens. Il était encadré par une armée de CRS et de gendarmes mobiles et de très larges périmètres de sécurité déployés. En mai 2011, par exemple, alors qu'il se trouvait à Port-Louis, toute navigation dans la rade de l'Orient était interdite de 10h à 13h, et même la baignade, de peur que le danger vienne de l'extérieur de la mer. Eh bien, merci beaucoup Didier, en tout cas pour ces précisions. Votre reportage à lire demain dans le Télégramme. Et puis cette visite, on la suivra évidemment sur TBO, TB Sud et le Télégramme. Merci beaucoup. Abandon des projets miniers dans les Côtes-d'Armor, c'est ce que l'on pouvait lire il y a quelques jours. L'État venait d'énoncer qu'il abrogeait les permis octroyés à la société Variscan Mines. Mais pour les collectifs de citoyens et quelques élus, la victoire a été déclarée trop tôt. Une mobilisation est prévue le 24 juin à Mur-de-Bretagne. Explication avec Mathilde Kemener. Pour l'association Vigile Oust, les projets miniers bretons ne sont pas enterrés. Ils sont détenus par l'entreprise Variscan Mines. Elle va être rachetée par la société Apollo Minéral. Et d'après le ministre de l'Économie, cette dernière a l'intention d'abandonner ses projets. Mais l'association veut des certitudes. Je pense que l'État aujourd'hui laisse encore faire une société minière à son bon vouloir. Monsieur le maire pourrait tout à fait signer un refus de transfert des permes de Variscan à Apollo. Il ne signera pas ce refus de transfert et il laissera faire. Et dans quelques mois, on verra si réellement l'intention qui n'est pas écrite, je le rappelle, d'Apollo Minéral, de ne pas exploiter les 3 permes bretons,
de nous dire oui, on y va ou on n'y va pas. Et à ce moment-là, l'État dira oui, on abroge, on annule ces permis. Nous, on veut quelque chose de clair, net et précis. Même son de cloche auprès de certains élus locaux. Je peux vous dire qu'entre les discours qu'on nous a tenus à Bercy et les faits sur le terrain, il y a souvent eu un écart assez important. Donc maintenant, attendons, restons vigilants et on verra ce qui se passera. Mais les permis ne vont pas être abrogés dans les semaines et les mois qui viennent. Pour l'un des deux élus reçus à Bercy il y a quelques jours et qui a relayé l'annonce du ministre de l'économie, cette position de l'État est la plus judicieuse. L'avantage de ne pas passer par l'abrogation pour l'État et donc pour le contribuable, c'est de ne pas avoir de dommages et intérêts à verser aux entreprises. Selon l'association Vigile Oust, l'État peut s'opposer au transfert des permis miniers jusqu'au 28 juin. Alors elle appelle à une mobilisation dimanche 24 juin à Mur de Bretagne. Et nous retrouvons à présent votre chronique La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. Un compagnon d'Emmaüs est mort des suites de ses blessures ce mardi matin à Séné dans le Morbihan. Retrouvé dans son logement vers 5 heures dans un état grave par les secours, l'homme est décédé peu de temps après. Selon l'un des bénévoles, la victime faisait office de gardien de nuit dans les magasins d'Emmaüs situés à proximité. Une enquête pour homicide a été ouverte. 2 semaines après les inondations, Morlaix est au sec et veut le faire savoir. L'association de commerçants a invité ce mardi les médias nationaux à revenir pour communiquer de façon positive sur la ville. L'enjeu est de taille alors que la haute saison touristique est toute proche. En plus de ce coup de com', 3 jours d'animation sont prévus à partir de ce jeudi. Beaucoup de Français seraient prêts à quitter leur région pour travailler en Bretagne. C'est en tout cas ce qui ressort du palmarès que vient de dresser le site Région Job, filiale du groupe Le Télégramme. Derrière Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine, les offres d'emploi en Bretagne sont les plus consultées par les candidats prêts à changer de région. Bateaux, forages, sonars, on ne s'en doute pas, mais les mers grouillent de bruit. Une équipe de scientifiques basée à Brest et à Auray tente de mesurer les conséquences de cette pollution sonore pour les espèces marines. Les premiers résultats ne sont guère encourageants. Certains bruits perturbent les cycles de reproduction, font fuir les poissons de leur zone de vie et entraînent même des lésions au cerveau. Une étude est prévue d'ici quelques jours en baie de Saint-Brieuc afin d'étudier les conséquences du forage du futur parc éolien. Et pour finir, retour en photo sur les travaux de l'abeille Bourbon. Durant 3 semaines, le remorqueur de la Marine nationale a été remis à niveau par les ouvriers des chantiers Piriou à Concarneau. La carène a été repeinte et la coque contrôlée. L'abeille a regagné lundi soir son poste habituel du quai du commandant Malbert. Ces belles images sont signées Evan Photographique. En mer, c'est comme sur les routes, la prudence est de mise. Les affaires maritimes sont vigilantes et vont sensibiliser les plaisanciers tout l'été sur les bonnes pratiques, comme bien regarder la météo ou encore s'équiper pour éviter l'hypothermie. Clara Gestin les a accompagnés dans le golfe du Morbihan. Les affaires maritimes, vous pouvez me sortir les papiers s'il vous plaît, à la fois votre permis et les papiers du bateau. 2 brassières supplémentaires s'il vous plaît. Ok, et une lampe poche. Gilet de sauvetage en nombre suffisant et matériel d'éclairage, ce sont les indispensables à avoir sur son bateau. Les policiers des mers vérifient, contrôlent et sensibilisent les plaisanciers. Ces opérations sont montées à la demande du préfet maritime. Il a été particulièrement insistant cette année du fait de l'accidentologie qui est en hausse. On a déploré 35 décès sur la façade atlantique en 2017 et on n'avait eu que 25 en 2016. L'objectif final étant pas de faire de la répression ni de faire du chiffre, mais bien d'éviter ces accidents. Dans le golfe du Morbihan, la vitesse est limitée à 5 nœuds à moins de 300 mètres des côtes et 10 nœuds dans le chenal, soit environ 18 km/h. Et pour un excès de vitesse, la sanction va de la perte du permis à une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 €. On concentre notre action, nos contrôles sur les comportements à risque et en particulier sur les excès de vitesse dans des secteurs réglementés comme le golfe du Morbihan ou la rade de l'Orient. Et on a également une action sur tout ce qui est mouillage en zone interdite, pêche à la dérive dans les passes les plus étroites du golfe, tout ce qui est susceptible de perturber la navigation et d'engager la sécurité des pratiquants. Cet été, 10 agents sillonneront les eaux du Morbihan pour veiller à la bonne application du code maritime.
La cigarette tue et les mégots polluent. Mi-juin, la secrétaire d'État à l'écologie, Brune Poirson, a convoqué les industriels du tabac pour évoquer leur responsabilité dans cette pollution. Selon le ministère, ce sont 30 milliards de mégots qui seraient jetés en France chaque année, dont 40% dans la nature. À Bourg-Blanc, dans le Finistère, une entreprise unique en son genre collecte ces déchets pour les transformer. Reportage d'Aline Deprez. Ce tabouret est bien plus spécial qu'il n'y paraît. Le socle est composé à 100% de cigarettes. L'idée de l'entreprise Mégot, transformer les déchets de cigarettes en tabourets, porte-crayon ou encore porte-téléphone. Elle les donne ensuite aux entreprises où les mégots ont été collectés. Donc notre métier, c'est pas uniquement de transformer une matière, c'est aussi d'amener les mentalités à évoluer positivement. Le problème actuellement, c'est qu'il manque considérablement d'une part des points de tri, mais d'autre part, il faut que le fumeur se sensibilise, se donne les moyens d'aller jusqu'au point de tri. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai rôle de prévention et de sensibilisation auprès des fumeurs. Pour transformer totalement ce déchet, les étapes sont nombreuses. Il faut d'abord les collecter, puis les trier. Enlever plastique et chewing-gum et ne garder que les mégots. Ensuite, il y a le broyage, puis la dépollution dans l'eau, le séchage et enfin l'assemblage. Pour Mégot, la démarche est surtout écologique. On ne s'imaginait pas le pouvoir de pollution d'un seul mégot. C'est vrai qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau et ça a mis une douzaine d'années à se décomposer complètement. On est non-fumeurs, donc en fait, on n'était pas aussi sensibilisés que ça. En 2017, l'entreprise Mégot a recyclé 4 tonnes de déchets de cigarettes. En 2018, c'est 8 tonnes qu'elle espère recycler. L'objectif, c'est donc de développer les centres de tri en France et dans le monde, et ainsi pouvoir donner une seconde vie aux cigarettes. Et c'est la fin de cette édition. À découvrir ce soir sur TBO et TB Sud dans votre magazine régional L'Instant T. Xavier reçoit Nathalie Sarabezol, la présidente du conseil départemental du Finistère. Elle signe ce mardi avec d'autres élus une tribune sur l'accessibilité de la région et elle interpelle Emmanuel Macron. Son interview à découvrir à 19h15 et à 23h15 dans L'Instant T et en replay sur nos sites internet. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19h. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.